potable, à l'éducation, à la santé, à l'agriculture, tout en respectant l'environnement. SOS Sahel met tout en œuvre pour reverdir le Sahel. Mais ce projet ne se fera pas sans vous. Donnons aux Sahéliens les moyens de leur développement. Plus de 1500 professionnels de tous les continents travaillent tous les jours contre la pauvreté pour une croissance économique durable en Afrique. Améliorer les conditions de vie, développer l'infrastructure, promouvoir le secteur privé, impulser réformes économiques et bonne gouvernance. La Banque africaine de développement, première institution de financement du développement en Afrique. This World Malaria Day, we celebrate remarkable progress in the fight against malaria. Since 2004, malaria deaths have dropped by 33% in Africa. In order to continue the drive toward ending death, we need funds. We have to close a $3.2 billion gap to achieve universal coverage of prevention and treatment tools. We need an all-out push through the end of 2015 to prove what the world can do. Allow us to demonstrate. We've got this gap, and it's a gap we need to close to reach near zero deaths. You see, no child should die from malaria. Not today, not in 2015. That's why I'm in to end malaria. It's time to Shaktivate. That's why we're calling on everyone to step up and do their part and help save 650,000 lives every year. Friends, we cannot stop now. A child still dies from malaria every minute. Together, we can close the gap. Together, we can end malaria. High five. D'une crise africaine à une autre, madame, monsieur, on va juste faire un pas, on va aller au Mali. Vous êtes toujours sur la place panafricaine, le débat panafricain. Alors, avant d'aller au Mali, je vais peut-être vous lire ces messages anonymes. Hein. Nos armées sont fragiles parce qu'elles sont toutes des rébellions. Tous ces présidents sont presque là par coup d'État. C'est le cas de ce Bozizé qui a commencé à souffrir d'une armée mal organisée, surprise par le pouvoir. Pourquoi François Bozizé ne respecte-t-il pas les clauses signées avec les rebelles? Où est le problème? Votre télé fait la fierté de l'Afrique. Alors, direction au Mali. Hein, l'Organisation des Nations Unies a autorisé une intervention au nord du pays. Le nord, vous le savez très bien, qui se trouve depuis un certain temps entre les mains des rebelles. Désormais donc, c'est officiel au plan international, une force armée va intervenir au nord du Mali, mais c'est avec beaucoup de réserves. D'ailleurs, la résolution de l'Organisation des Nations Unies est qualifiée comme une résolution très très prudente. Je vous propose ce reportage sur la situation. On va en débattre tout à l'heure avec vos brillants panélistes qui sont là en place. Le reportage. En mars dernier, un coup d'État militaire renverse le régime du président malien Amadou Toumani Touré. Quelques jours plus tard, des rebelles Touaregs et des groupes islamistes armés alliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique mettent le feu aux poudres en investissant les capitales des 3 régions du nord du pays, Kidal, Gao, puis Tombouctou. Après avoir pris tout le nord du Mali, ces groupuscules armés entament en juin la destruction de mausolées de saints musulmans de Tombouctou. Une situation qui alerte la communauté internationale. Le 12 octobre dernier, une résolution de l'ONU est votée qui donne 45 jours au pays ouest-africain pour préparer le déploiement d'une force militaire dans le pays. Le 11 novembre dernier, des dirigeants de la CEDEAO et d'autres pays africains décident d'envoyer 3300 militaires pour aider l'armée malienne à chasser les groupes islamistes du Nord. Un mois plus tard, le Maroc préside une réunion ministérielle au Conseil de sécurité consacrée à la crise malienne. Le Royaume plaide alors pour le maintien d'une négociation politique en parallèle aux autres mesures susceptibles de rétablir l'intégrité territoriale du pays.
Le lendemain, le 11 décembre dernier, le Premier ministre malien Cheikh Modibo Diarra présente sa démission forcée sous la pression d'officiers. Auteur du coup d'État de mars, son successeur, Diango Sissoko, est nommé le jour suivant. Le déploiement d'une force internationale au Mali, décidé hier par le Conseil de sécurité, vise donc à mettre un terme à cette crise politique et militaire qui dure depuis plus de 10 mois. La résolution 2085 ne fixe pour le moment pas de calendrier précis pour le déclenchement d'une offensive au nord du Mali. L'objectif est clair, chasser les groupes extrémistes qui contrôlent cette région malienne depuis 6 mois. Cette résolution est, à mon sens, l'aboutissement de plusieurs mois d'efforts et est aussi la preuve que le Mali a eu raison de faire confiance à la communauté internationale. Une communauté internationale qui s'est donc mise d'accord sur la période initiale d'une année pendant laquelle une force internationale pourra se déployer dans le nord du pays. Un texte mis au point par le Maroc, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Togo et la France. Le moment de l'intervention militaire est imminent ou approche. Non, il n'est pas imminent. Mais il approche. Mais il est maintenant autorisé. Ça change tout. Je n'ai jamais dit que la France mènerait une opération au Mali, en Afrique. Mais elle va soutenir les armées africaines. La France, en revanche, son rôle, c'est de lutter contre le terrorisme. La résolution appelle également les autorités maliennes à lancer un dialogue politique pour rétablir pleinement l'ordre constitutionnel. Elle prévoit également d'aider à reconstituer la capacité des forces de sécurité maliennes. Précisons que la résolution en question du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a été votée ou adoptée justement le 22 décembre 2012 à l'unanimité. Docteur Paul Ménessier, enfin, la communauté internationale donne son quitus. Feu vert pour une éventuelle intervention. Je préfère dire éventuelle parce que... à vous buter toujours. Oui, dire quand même qu'une intervention... va se faire au Mali en septembre 2013 me semble être une véritable illusion. Sur ça, peut-être que je rejoins le président Bandakani qui a une conspiration contre le Mali. Mais je me démarque toujours de lui pour penser que... Oui, au Mali, il y a un certain nombre de choses dont nous-mêmes Africains devons essayer de comprendre et d'assumer. Ne continuons pas à rêver. C'est vraiment du rêve que de penser que nous n'avons rien fait pour ce... Non, un type comme le capitaine Sanogo. Mais c'est un véritable cancer pour l'Afrique. Et il faut le dire. Ceux qui lui donnent des éloges, je ne comprends pas trop bien. Pourquoi on peut encourager un garçon comme celui-là dans toute la besogne qu'il a organisée dans ce pays-là? Alors, bon. Cancer, les raisons, allons une par une. Les raisons, en fait. La dernière, vous le savez, autant que moi. Il a fait arrêter... Voilà, il ne peut pas faire, il ne peut pas... Non, il a demandé... Il a obligé le Premier ministre à lire le discours de sa démission. Ça, c'est très grave. Donc, au-delà de cet aspect formel, on sait quand même qu'il est celui qui fait la pluie et le beau temps au Mali aujourd'hui. On ne peut pas demander le beurre et l'argent du beurre. Si les Maliens veulent que l'Afrique, comme c'est préconisé, mette sur pied une armée qui va défendre le nord du Mali, il faut commencer par reconnaître que les garçons ou la brigade de Kati est incapable de défendre le Mali. Tout à l'heure en coulisses, le président m'a évoqué le fait que les armes destinées à cette brigade étaient interceptées. D'accord. Mais on a quand même vu la manière dont le capitaine de Kati, le Sanogo, est arrivé au pouvoir. Comment est-ce qu'il a chassé le président du pouvoir? Il n'a pas procédé à un renversement d'homme d'État, comme l'a fait ce Amadou Touré lui-même à son époque. Il aurait pu changer, il aurait pu faire un coup d'État, ne pas se mettre à la présidence, porter un civil à la présidence. Le simple fait qu'il ait renversé et qu'il ait pris le pouvoir est une transgression fondamentale de la démocratie qui est inacceptable à tous les niveaux, quelles que soient les raisons. Et pourquoi cela a été accepté donc par... Ça n'a pas été accepté. Ça a été condamné par la communauté internationale qui a obligé Sanogo à se replier sur Kati. Et c'est pour ça qu'il est là. Il n'est pas là parce qu'il a voulu. Il est là parce que la communauté internationale l'a obligé. Pour vous, qui soutient le capitaine Amadou Sanogo, puisque vous dites qu'il fait la pluie et le beau temps? Oui, il fait la pluie et le beau temps justement parce que derrière
les solutions qui doivent apporter la paix au Mali, il y a toute une mafia, je l'appelle comme ça. Parce que si le Burkina Faso et l'Algérie ne s'étaient pas mêlés de la manière dont ces pays sont impliqués dans ce conflit, Sanogo n'aurait pas tout ce pouvoir qu'il a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas assez de moyens, de marge de manœuvre. Alors, comme le Burkina Faso en fait du conflit malien un fonds de commerce pour, vous savez de quoi je parle, tout ce que cela comporte entre la relation Mali, qu'on appelle ça, AQMI, oui, le Qatar, oui, avec Bamako, avec la capitale burkinabé, Ouagadougou, comme plateforme de toutes ces négociations, alors que de l'autre côté, on sait que l'Algérie ne soutient pas ne soutient pas ce déploiement de la force armée africaine au Mali, pour des raisons que nous connaissons tous. On peut dire que c'est tout ceci qui donne du zèle à Sanogo, qui pense que... D'ailleurs, quand on a prolongé jusqu'en septembre, il s'est réjoui. On a même écrit sur les journaux maliens qu'il faisait le jeu des islamistes. Donc je continue à penser que Sanogo joue un très très mauvais jeu au Mali, et que comme ça s'est passé... Vous avez dit qu'il est un cancer. Oui. Comme ça s'est passé au Libéria, les Africains doivent non seulement introduire une force nouvelle au Mali, mais neutraliser les velléités que dégage l'armée de Kati et l'intérioriser ou alors l'intégrer dans une force républicaine que les Africains pourront mettre en place au lendemain de la prise du Nord. Parce que le plus important, ce n'est pas de prendre le Nord ou de trouver une solution, parce qu'il y a quand même le problème d'une solution, d'un consensus pacifique. Il faudrait que même après la guerre, que la Zawad puisse... trouver un moyen de s'exprimer désormais, ne serait-ce qu'en région autonome, dans un Mali unifié. Et pour cela, cette solution politique doit s'accompagner absolument de la solution militaire. Mais une solution militaire qui arrive en septembre me semble être illusoire. C'est septembre 2013. C'est aujourd'hui. Moi, j'en appelle aux Africains, les intellectuels et les leaders comme les Bandakani doivent plutôt nous mettre une pression folle pour que cette armée se déploie rapidement sur le Mali. On va donner la parole à Bandakani tout à l'heure. Monsieur Ngolé, oui. Cette situation, apparemment simple, elle est complexe au fond. Effectivement, c'est ce que je voulais dire. Je veux dire que de loin comme ça, là, avec un œil analytique, je vois franchement, comme on dit, comme un tissu de relations incestueuses au sein de cette marécage, de ce marécage malien. Parce que vous avez d'abord, comme l'a dit très bien le docteur, une situation de go-no-go. Allez-y, mais attendez. Donc, go-no-go. Deuxièmement, il faut des moyens pour cela. On a dit que le budget pour qu'il y ait ce déploiement, effectivement, dans le nord du Mali, c'est à peu près 200 millions de dollars. Ouais. Et aujourd'hui, il y a à peu près, d'après ce que j'ai entendu, que la France qui a promis de donner quelque chose. Donc, ça veut dire que tant qu'on n'a pas ce montant-là, on ne pourra pas effectivement se déployer dans le nord. Ensuite, quel est le jeu qui c'est pour ça que pas donation, de financement? Est-ce qu'il y a des accords avant qu'on ne puisse financer? C'est pour ça que je parle vraiment de tissu de relations incestueuses. Parce que d'un côté également, on dit Amadou Sanogo, ce n'est pas lui qui est le chef de l'État, mais en même temps, c'est quand même lui qui a appelé Modibo pour qu'il aille lire la démission. Et tous les chefs d'État ont accepté cette démission du Premier ministre. Et ensuite, on a accepté que le nouveau Django Sissoko prenne les choses et qu'il fasse repartir le pays. Donc, Django Sissoko, qui se faisait déjà appeler médiateur avant la situation. Finalement, on ne sait pas qui tient véritablement le haut du pavé au niveau du Mali. Qui tient le haut du pavé, peut-être vous allez vous résoudre à comprendre l'argumentaire de Bandakani qui repose sur l'instrumentalisation continue et continuelle. Je vous propose, avant de donner la parole justement à Bandakani, le capitaine Sanogo, c'est peut-être plus qu'un capitaine aujourd'hui au Mali parce qu'il a tous les avantages, il a du zèle. Docteur Paul Menessier le disait, il maîtrise toutes les zones d'incertitude. Pourquoi il le fait? On va d'abord suivre son discours qu'il a prononcé au Mali. Extrait. Ça n'a été qu'une suite logique
à tout ce que nous avons prévu, bien sûr, pour la bonne marche de cette nation. Parce que souvenez-vous qu'au lendemain des événements du 22 mars, nous avons fait assez de sessions et pour arriver à l'ossature actuelle qui, de notre point de vue et du point de vue de l'ensemble du peuple malien, j'espère bien, était quand même une voie plus rapide de sortie de crise. Et ce qui a donc amené la nomination de M. Cheikh Modibo Diarra comme Premier ministre du Mali. Mais il faut reconnaître que de nos jours, rien ne marchait, parce que le monsieur, au lieu d'être chef d'équipe quand même pour conduire, était presque le point de blocage, pour diverses raisons. À savoir d'abord un Premier ministre qui n'a aucun égard pour d'abord le peuple, parce que quand il dit, c'est même pas qu'il remette une démission au besoin, ça c'est un. De deux, il ne reconnaît pas l'autorité du président de la République, dont nous, qui avons posé l'acte et qui l'avons choisi, reconnaissent toute l'autorité. Et au-delà de tout ça, un Premier ministre qui, en voyage de façon permanente, ne s'adresse à personne, ne rencontre à personne. Et ensuite, il faut voir que le blocage au niveau de l'équipe gouvernementale, qui ne dit pas son nom, parce que quand un Premier ministre est aussi ambitieux jusqu'à désigner, bien sûr, le dernier planton dans un service, et quand un Premier ministre qui, au moment de son choix, n'avait aucune ambition politique ou pour des élections, quoi que ce soit, mais est en train d'étrangler tout le pays et à les pieds sous le frein, et pour des ambitions personnelles démesurées, il fallait réellement agir au plus vite parce que ce pays-là n'a pas besoin de ça. Il faut reconnaître que ça fait des semaines et des semaines que ce même peuple m'envoie des délégations ici et pour venir réellement témoigner leur ras-le-bol pour diverses raisons. Et même hier seulement, quand les assises devraient se tenir, M. Cheikh Modibo Diarra était en partance pour Paris. Et alors que ces assises-là sont quand même constituent un point déterminant, bien sûr, de la vie de la nation. Et je pense bien qu'au-delà de tout ça, il fallait quand même s'associer, bien sûr, à tout ce peuple et pour essayer de prendre la bonne décision. En un mot, vous l'avez contraint à démissionner? On ne l'a pas contraint, on l'a facilité. Et parce que contraint, c'était s'il y avait des formes de violence ou autre. Et je pense bien, il y a quelques semaines de cela, lui-même il l'a notifié. Il dit si réellement on voulait son départ, il va donner. Mais pas au président de la République, ni à aucune autre structure. Mais à nous, il peut. Donc hier, nous avons réellement vu qu'il était réellement nécessaire de lui demander de remettre. Et d'où sa présence à Kati ici et pourquoi il nous l'a remis. Et qu'est-ce qu'il devient l'ancien Premier ministre, puisqu'il faut l'appeler désormais ainsi? On le disait arrêté hier soir, aujourd'hui on le dit quelque part à résidence surveillée. D'abord, permettez-moi de préciser quelque chose. Même à temps normal, on change de Premier ministre. À temps normal, un Premier ministre démissionne. Donc, je ne sais pas pourquoi ce cas spécifique peut porter beaucoup de suspicion. Et au-delà de ça, ce matin, j'apprends dans les informations comme quoi l'opposition avec les militaires et surtout notre équipe, c'est par rapport à une intervention dont M. Cheikh Modibo Diarra a tant souhaité appuyer sur le plan international et dont nous nous sommes opposés. Je tiens à préciser que cela est complètement décousu. Nous ne sommes jamais opposés à quoi que ce soit. La preuve en est, si vous avez souvenance, il y a un moment quand le président avait fait la demande au niveau des organisations régionales et internationales, et je fus le premier à sortir et à l'appuyer dans ce sens. Donc, qu'est-ce qui fait dire encore que je me trouve opposé à une intervention extérieure? Nous avons besoin, tant que ça peut sauver des populations maliennes. Et quant à Cheikh Modibo Diarra, il va très bien. Il n'a donné cette démission sous aucune pression, sous aucune forme de violence. Mais seulement, et vous connaissez le Mali, au lendemain du 22 mars, les ministres du temps ATT, et on les a gardés ici pour leur sécurité, et ensuite on les a lâchés, ils vivent bien chez eux. Cheikh Modibo, ce n'est même pas le cas d'ailleurs. Il est actuellement chez lui depuis hier soir. Il a juste donné le papier et puis repartir. Mais nous sommes dans l'obligation morale et de le protéger, ainsi bien que sa famille, parce qu'on est dans un pays où tout n'est pas que nous. On ne peut pas le laisser à son sort comme ça, surtout au lendemain de telles prises de décision. Cela y va bien. Il n'est ni arrêté ni arrêté. Il n'est ni arrêté ni à résidence surveillée. Le temps que le nouveau Premier ministre soit nommé par son Excellence, M. le Président de la République par intérim, et il passe les consignes, et il sera libre de tous ses mouvements, comme tout autre ancien Premier ministre ou ministre du gouvernement ATT. Donc, ce n'est pas quelles sont les raisons que nous pousserons quand même à lui rendre la vie difficile ou à lui faire un traitement particulier. Certains ont parlé d'un nouveau coup d'État. Certains partenaires du Mali parlent de votre ingérence dans les affaires politiques. Qu'est-ce que vous répondez?
Non, c'est loin d'être un coup d'État. Ce n'est pas quelqu'un qui est démocratiquement élu, c'est un Premier ministre nommé. Et c'est nous, dans l'accord cadre, qui l'avons désigné. Donc, est-ce qu'on peut aller à l'encontre du monsieur gratuitement? Non. Et au-delà de tout ça, et nous rassurons le partenaire du Mali, l'État, c'est une continuité. Le Premier ministre pouvait démissionner de lui-même, naturellement. Il pouvait être les choses changées par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais l'administration, quand même, c'est une continuité. Donc, je pense que tout va bien et tout est acquis. Le nouveau Premier ministre rentrera bien sûr dans ses fonctions dès que le Président de la République le décidera. Il va faire l'équipe qui d'ailleurs même va être en majeure partie formée par l'ancienne équipe, parce qu'il faudrait réellement qu'il y ait une continuité aussi vite. Donc pour que rapidement, il parle des assises que le peuple malien et l'opinion internationale attendent, et ensuite faire une feuille de route, et finalement attendue par tous, pour que ce pays-là puisse démarrer et que nous puissions rapidement faire face à notre mission. Est-ce à dire pour vous que l'événement ou l'incident, si on peut l'appeler ainsi, est sans incidence sur la transition? Aucunement. C'est changement d'un Premier ministre. Il reconduit les membres de l'ancienne équipe. Il en ajoute s'il veut. Tout qu'on fait cette décision revient encore au Président de la République. Et nous continuons notre mission. Parce que l'autre danger que je tenais réellement à préciser au-delà de ça, parce que quand un Premier ministre quand même est l'organisateur des marches de protestation, ou des marches, je ne sais pas de quelle nature dans une ville, quand un Premier ministre va jusqu'à payer les paisibles citoyens et pour sortir et pour sa cause, et pire, quand un Premier ministre arrive jusqu'à payer quand même des officiers, sous-officiers et puis militaires du rang des forces armées pour se lever et l'appuyer ou l'assister au cas où il devrait partir, je pense que là c'est dangereux. On a déjà un acquis, il y a la stabilité et le Mali a déjà connu une avancée sur le plan national et international. Il suffit juste de combler par les deux actes, les assises et puis chose une bonne feuille de route. Donc en un mot, il devenait réellement un danger pour ce pays. Et l'ossature existe, reste. Mais maintenant, le nouveau Premier ministre va reconduire une équipe et le Mali marche. Et pour terminer. Alors ça, c'était une interview accordée au capitaine Amadou Sanogo. Oumanou Malpetel, Amadou Sanogo, un panafricaniste, comment vous faites la lecture de cet homme qui fait pratiquement la pluie au beau temps? Et pourtant, ce n'est pas lui le président de transition. Sanogo, pour moi, ce n'est pas un panafricaniste, ce n'est ni un nationaliste. C'est un homme qui est à la solde de je ne sais de quoi. En réalité, un pays comme le Mali, qui est une vieille civilisation, qui est un exemple de la démocratie en Afrique, il est venu soudain stopper un processus démocratique sous prétexte qu'il y a une guerre qui se vit au nord du Mali. Sans toutefois aller faire la guerre, il s'est cantonné à raisonner à Bamako en fourbissant les muscles, en brandissant des kalachnikovs dans la maison, sans aller au front, qui a permis donc aux hommes de l'Azawad de proclamer l'indépendance de l'Azawad. Mais vous doutez de cette capacité-là, quelque part? Je n'y crois même pas en lui pour douter, parce que s'il faut parler de douter, c'est ce qu'on y croit un peu. Okay. Donc pour moi, c'est un vendeur d'illusions qui profite d'un temps qui se vit au Mali pour essayer de s'enrichir comme tout autre, le moment venu, et de s'effrayer son chemin. Plus ça dure, plus ça l'arrange. Et moi, je trouve qu'il n'a pas intérêt, selon sa position je ne sais pas, un acteur de l'ombre ou un chef d'État de l'ombre, ça ne l'arrange pas que la situation s'arrange actuellement au Mali. Ah, donc vous croyez qu'il ne veut pas, il peut s'opposer à cette intervention militaire, où il est fier du dilatoire, parce qu'on peut appeler ça dilatoire, intervention en 2013. Oui, c'est en quelque sorte comme les hommes de la force nouvelle en Côte d'Ivoire. Plus le pays était coupé, plus le Sud incarné par Gbagbo, ça l'arrangeait, plus ceux qui racketaient les gens au Nord, ça les arrangeait. En quelque sorte, c'est le peuple qui est lobé. C'est une sorte de raquette qui s'installe en balkanisant le territoire. C'est ce qui s'est fait au Mali. Lui, il se sent le tout président du Sud, pendant que les autres sèment aussi la terreur au Nord. Bon, plus le temps passe, plus il s'est fait remarquer, il s'est fait bourrer des bouches. Bon, et le reste est à voir. Bon, pour ce qui est du problème du Nord de l'Azawad, bon,
le problème malien, c'est un bourbier qui n'explique pas son nom. C'est un bourbier dans la mesure où le peuple touareg qui s'est révolté, qui a pris les armes pour proclamer l'indépendance de l'Azawad, ils ne sont pas majoritaires au nord du Mali. Il y a les Songhai, il y a les Peuls, il y a les Arabes. Donc ils sont minoritaires, ces Touaregs. Donc ce n'est pas parce qu'ils ont les armes, ils vont dire ok, on proclame l'indépendance du nord du Mali. Désormais ça s'appelle Azawad. Ils ont un ressort religieux, c'est-à-dire ils s'appuient sur ils proposent la charia comme la loi. Non, ces Touaregs ne proposent pas la charia parce qu'ils veulent. Ils ont pris le peuple malien en otage pendant que les autres aussi l'ont pris en otage. Donc c'est cet islamiste qui peuple déjà le désert malien en prenant des otages par-ci et par-là du Niger au nord du Mali, ont aussi réussi à partir de ces vides de les prendre aussi en otage. Aujourd'hui, moi je doute fort qu'il y ait une intervention militaire cautionnée par les Occidentaux, du moment où il y a des otages qui sont là dans le désert, que les Occidentaux ne risqueraient pas la vie de leurs otages pour sauver le nord du Mali. Je ne crois pas. C'est pour ça qu'il y a ce bonobo là. Vous arrivez sur la raison peut-être intervenez pas, il faut attendre. Go, c'est go. Bon, ça peut perdurer jusqu'à... Bon, plus ça dure, plus il y a des solutions qu'on ne peut pas comprendre. Peut-être ça viendrait naturellement avec le temps. Ils peuvent spéculer en disant oui, l'Union européenne est prête à donner 30 millions de dollars sur les 200 millions attendus. Et qui va donner le reste des 170 millions, tout en sachant que le pays le plus engagé, c'est la Côte d'Ivoire qui elle-même est en train de traverser des périodes difficiles. On ne peut pas épurer les dettes et après vous financer une guerre à l'extérieur. Le pays sur lequel il compte le plus, c'est le Nigeria. Et je ne pense pas que joindre la logistique et les moyens financiers pour faire la guerre au nord du Mali, je ne pense pas que c'est facile. Il y a aussi le Tchad. Alors, on va vous donner la parole, président Bandakani. On va lire de très abondants messages. Je soutiens ce que dit le président Bandakani, car tant qu'il y a la base militaire française dans un pays africain, ce n'est pas pour défendre, mais plutôt pour piller. Les Français ne mettent jamais pied sans leurs intérêts, dont les pays francophones sont indépendants politiquement, mais économiquement triple zéro. Ça vient de Seyou, Kari, extrême nord, Maroua, je crois, au Cameroun. Merci à vous de nous ouvrir les yeux vis-à-vis des Occidentaux, car seule cette critique nous sauvera. Arsène, du Cameroun. Merci pour ce débat. Que les Occidentaux retirent leur base militaire en Afrique. Ils contrôlent notre continent et nous empêchent d'évoluer. Nous pouvons déjà nous prendre en charge. Trop, c'est trop. Ah, ça, c'est une exclamation. Merci, président Bandakani. Nous vous soutenons. Alphonse Billy, du Cameroun. Alors, vous avez suivi le président Bandakani, capitaine Amadou Sanougou, et pratiquement... Écoutez, j'ai écouté tout ce qui a été dit ici. Évidemment, je veux prendre le contre-pied ce qui a été dit, parce que je m'oppose de façon radicale à tout ce qui a été dit avant moi ici, concernant la crise malienne. Et je voudrais faire 3 observations. La première. Le discours que vous avez entendu reflète ce qu'on dit dans les médias étrangers, et particulièrement en français. Tout ce que vous entendez là, c'est la répétition à l'état primaire de ce qui se dit dans les médias. On réduit la crise d'un pays à un individu, M. Sanogo. On personnalise la crise pour masquer les vrais responsables. Vous avez vu quand Mobutu est tombé. On a fait tous les reportages, les documentaires. On a dit que le problème du Zaïre, c'était Mobutu. Alors que ceux qui l'ont placé là-bas étaient derrière. On a protégé l'Amérique, on a protégé la Belgique. Quand on parle du Zaïre, on parle de Mobutu. C'est comme ça qu'on traite les Africains. Et les Africains rentrent dans ce jeu, soi-disant au nom de la démocratie. Une fausse démocratie, la démocratie des singes, comme dirait quelqu'un au quartier. Le problème du Mali est simple. Ce n'est ni la question Touareg qui est en jeu au Mali. D'abord, les Touaregs sont à cheval sur 3 pays, le Niger, le Mali et l'Algérie. Donc, vous avez dit 3 éléments. Le premier, c'est le premier.
Vous êtes sur le premier. Nous sommes sur le deuxième déjà. Ok. La question du Mali, ce n'est pas le problème des Touaregs. Les Touaregs, c'est une population qui sont à cheval sur 3 pays. Ils le savent. C'est le Mali, l'Algérie et le Niger. Donc si vous voulez régler ça, c'est ces 3 pays qu'il faut mettre ensemble. Donc deuxième mais élément. Chacun sait. Laissez-moi, vous me coupez, vous allez me distraire. J'espère que vous ne jouez pas le jeu des pro-occidentaux ici. Non, je voulais qu'on aille en précisant les éléments. Quand ils ont parlé, vous ne les Premier pas interrompu. Laissez-moi parler parce que vous allez me distraire. Les enjeux sont sérieux, nous ne jouons pas sur ce plateau. Les Occidentaux s'en fichent des Touaregs. Ils ne les ont jamais intéressés, ils se moquent d'eux. Par rapport aux Touaregs, le président Manu Touré a fait des négociations avec les Touaregs. Il y a eu un acte de décentralisation qui a été voté au Mali. C'était une question de financement. Les accords ont été signés avec les Touaregs. Donc ce n'est pas les Touaregs qui sont là-bas au nord du Mali. Ce sont des bandes de terroristes islamistes qui viennent de la Libye. Et tout le monde savait que quand Kadhafi va tomber, ces gens vont rentrer au Mali. Ils sont surarmés, ils sont rentrés là-bas. Et le président Toumani Touré a cru à la sincérité des Occidentaux. Il allait s'engager dans leur coalition pour aller détruire la Libye et la Côte d'Ivoire. Ces messieurs ne lui ont pas retourné la manivelle. Ils ne lui ont pas retourné. Parce qu'ils devaient recaser ces rebelles quelque part. C'est parce qu'il fallait les recaser quelque part. Et le nord du Mali est en train de servir de sanctuaire. On veut créer une base militaire là-bas. Parce qu'on est en train de réécrire les frontières. On veut créer une base militaire. Là-bas. Qui? Les Américains. Dans le cadre d'un projet du Sahel militaire. Sont en train de vouloir créer une base là-bas. Parce qu'on est en train de réécrire les frontières de l'Afrique. Et les Africains sont en train de s'amuser avec les faux débats, soi-disant qu'ils critiquent leurs dirigeants intérieurs. Nous sommes responsables comme ça, c'est de la diversion, monsieur. Donc le problème du Mali, ce n'est ni les Touaregs, ni une question de démocratie. C'est le contingent libyen qui est rentré là-bas pour déstabiliser l'État et tout le monde le savait. On n'a rien fait pour ça. Aujourd'hui, on est en train d'accuser M. Sanogo, on dit qu'il a le cancer. Il n'est pas le cancer. C'est le troisième élément? Troisième élément de la crise malienne. Qui a déposé la résolution là-bas? C'est la France. Ah. Depuis quand dans les relations diplomatiques entre États, ça se passe comme ça? Depuis quand? Est-ce qu'aujourd'hui encore la France doit parler au nom du Mali au Conseil de sécurité? Le Mali... Non, je ne réponds pas que tout le monde comprenne ce qui est en jeu là-bas. Est-ce que le Mali c'est un territoire d'outre-mer français ou bien c'est un État indépendant? Pourquoi c'est la France qui soutient cette résolution? On l'a vu en Côte d'Ivoire, c'était la France. Je suis en train d'éclairer pour dire que le conflit malien, c'est un conflit, une fois de plus, qui a été organisé par ces puissances-là, qui sont en train de réécrire les frontières de l'Afrique et on veut imposer un bunker militaire là-bas. Et il y a la résistance intérieure malienne, dont le capitaine Sanogo Neko. Des Maliens marchent tous les jours pour dire qu'ils sont prêts à aller défendre leur pays. Armer ces Maliens, ils vont aller écraser ces voyous qu'on a installés là-bas au nord pour faire les désordres pour des raisons géopolitiques. Je voudrais terminer. Oui. Pour contrer le discours du docteur Ménessier, qui est un discours dangereux pour l'Afrique. Quels sont ceux qui font... Quels sont ceux qui font la médiation dans le conflit malien? C'est un certain président qu'on appelle M. Blaise Compaoré. Grand médiateur intergalactique. Il n'est même plus au niveau du continent. C'est un médiateur intergalactique. C'est un exemple de démocratie, monsieur le docteur Ménessier. C'est un exemple. Pourquoi vous ne parlez pas? Tout le monde sait que M. Blaise Compaoré, le président Compaoré, et son pays est le foyer géopolitique que la France a établi là-bas pour contrôler la sous-région. Tout le monde le sait. Ce monsieur défait les régimes comme il veut. Et il n'est pas l'exemple de démocratie, vous n'en parlez pas. Monsieur Ouattara, président de la CEDEAO, est arrivé au pouvoir en tuant des centaines de milliers d'Ivoiriens dans les chars de M. Sarkozy. Il a fait de la Côte d'Ivoire une préfecture de Paris. Voilà les gens qui font la médiation là-bas. Vous n'en parlez pas. Pourquoi vous n'en parlez pas? Vous accusez M. Sanogo. Mais monsieur, traitez les poutiches, mettez-les sur un pied d'égalité si vous voulez être juste. Donc le conflit malien, ce n'est pas un conflit de démocratie ou de M. Sanogo. Laissez ça, ce n'est pas ça. C'est un conflit qui n'est que le rapport, le miroir des manœuvres géopolitiques pour dessiner les frontières de l'Afrique. Je termine. Oui, vous terminez. Ça vient de me venir. Parce que là... Ça vient de me venir. Oui. Vous avez terminez. Vous avez vu ce monsieur qu'on appelle Ban Ki-moon. Ce monsieur, parce que je veux... Vraiment, je n'ai pas envie de dire... Je n'ai pas envie d'être méchant avec ce type. Ce monsieur qu'on appelle Ban Ki-moon. Lorsqu'il a fallu détruire la Libye et la Côte d'Ivoire, au nom de soi-disant rébellion, on a envoyé de l'armée, on a envoyé une coalition militaire se former en un temps record pour aller faire la guerre dans ces pays. Mais lorsque l'unité d'un pays membre de l'ONU, son unité territoriale est menacée,
Ce triste secrétaire général refuse d'envoyer les forces armées pour les intervenir. Mais que les Africains ouvrent les yeux. Ce sont des criminels, ces gens. Pour si peu, on a assassiné un chef d'État. On a violé les résolutions de l'ONU, le mandat de l'ONU, pour aller tuer le président Kadhafi. Et ceux qui l'ont tué sont à Paris, M. Sarkozy, dont ma mère. Et sur le plateau, j'ai des grands Africains qui se taisent. Ces messieurs ont laissé qu'on divise ce territoire en deux, qu'une bande de petites, des voyous qui ne peuvent même pas résister, ça envoie seulement un avion là-bas, ils vont tous fuir, chacun le sait. Ces rebelles ne peuvent même pas résister devant un chasseur bombardier qu'on envoie là-bas, ils vont tous fuir. C'est de la diversion. Monsieur Ban Ki-moon est dans le jeu de cette géopolitique qui vise à réécrire les frontières africaines pour que l'Occident puisse faire contre-pied à la Chine. C'est ça l'enjeu vous évoquez. Bien sûr, voilà l'enjeu. Le reste, c'est de la diversion. Que les Maliens se lèvent, soutiennent leur armée, quel que soit son état, parce que c'est l'armée malienne. M. Sanogo est le représentant de l'armée malienne aujourd'hui. Cette armée, que ça plaise ou pas à ceux qui les insultent, c'est l'armée d'une nation, c'est l'armée d'un pays. Nous respectons cette armée, que les Maliens s'unissent autour de leur armée pour aller chasser les bandits que les Occidentaux ont installés au nord du pays. Merci. On vous a suivi, Bandakani, rassurez-vous. Il n'y a pas de jeu, de complicité d'ailleurs. Vous avez le grand temps de la parole, vous le remarquez. Vous êtes un grand panafricaniste. On va vers les messages. Merci de nous ouvrir les yeux. Voilà, ça a été lu. Merci vraiment pour l'intervenant qui a parlé sur les armées africaines tribalisées, mal payées. C'est exactement ce qui se passe dans mon pays, la RDC, République démocratique du Congo. Un autre message, acceptons les sacrifices pour une révolution forte dans l'amour du continent. Voilà, les Occidentaux nous ont déjà tout démontré. Ils ont été incapables d'aider notre Afrique. J'aime l'Afrique et le président guinéen Obiangema. Voilà, c'est toujours dans le cas du panafricanisme. Ma question est celle de savoir pourquoi les chefs d'État africains investissent à l'étranger au lieu de faire cela dans leur pays. Alors, on reprend un dernier tour. Je précise qu'on est en train d'évacuer les sujets sur la crise. Le dernier qu'on va prendre très rapidement, c'est la République démocratique du Congo. Alors, docteur Paul Ménessier, quelque part, j'ai été interpellé plusieurs fois par le président Banda. Je le dis avec force. Je le dis une fois de plus que les propos de Bandakani sont certes très alléchants parce qu'il essaie de caresser les Africains au sens du poil. C'est ça. Tous les Africains veulent entendre que c'est les Blancs, c'est les Occidentaux qui sont responsables. Et comme ça, on se dégage de tout. Nous ne sommes responsables de rien. C'est eux les Blancs. Et c'est ça le discours de Bandakani. C'est ça qui est dangereux pour l'Afrique. Faites le constat et ayez le courage de vous remettre en question. Et vous allez voir que les Africains n'ont jamais essayé de prendre des initiatives quand elles ont eu, ces communautés ou ces personnalités, les possibilités ou alors les coudées assez franches pour le faire. Je vous donne un exemple simple. Tout le monde a dit que si le Gabon changeait de langue, que passait à la deuxième langue, qui est l'anglais, le président gabonais Ali Bongo allait chuter. On a parlé de ça au Rwanda du président Kagame, qui est passé du français à l'anglais, sans que personne ne puisse rien faire. On a vu le Gabonais passer aujourd'hui à l'anglais, sans que personne ne puisse lui faire une remontrance de manière à fragiliser son pouvoir. Nous avons vu le président Biya prendre des positions contre Sarkozy. Et le président Biya est toujours en poste. Ça veut dire qu'il y a la possibilité en Afrique de prendre des initiatives et que nous devons cesser de voir tout, de cesser de penser que l'enfer, c'est les autres. Maintenant, pour revenir, nous allons revenir au cas du Mali parce qu'il a dit des choses graves qui peuvent rentrer dans la conscience africaine, mais ce sont des illusions pures et simples. Quand il dit qu'il veut faire de Sanogo un héros, c'est faux. C'est un cancer, il est dangereux. Sanogo est dangereux. Et je vais vous dire pourquoi. Quand le président dit qu'on a délogé des Touaregs du sud de la Libye pour venir envahir le nord du Mali, ça aussi c'est du mensonge. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que tout le monde sait que le conflit malien existe
Depuis au moins 30 ans, depuis 60 ans, il existe. Le problème de l'Azawad n'est pas nouveau. Donc, j'arrive. Le problème de l'Azawad n'est pas tout à fait nouveau. Les Maliens n'ont pas encore résolu la question de l'Azawad. Et de même que les Maliens ne l'ont pas résolu, beaucoup de pays africains n'ont pas reçu de constituante pour savoir s'ils étaient appelés à vivre ensemble, à partager un même destin. Vous parlez d'assemblée constituante. Oui, ça veut dire que les pays sont des fictions républicaines, certainement imposées. Les pays, je vous en prie, là ça devient très... Monsieur Bandakani, je vous en prie. Mais nous devons... Écoutez, vous avez dit plusieurs choses en même temps et vous les mélangez, ce qui est intellectuellement... Vous ne pouvez pas mélanger le bunker, le projet américain de la segmentation de l'Afrique contemporaine. Ce n'est pas du tout vrai. Le projet américain, on le connaît, c'est depuis 10 ans qu'il existe. Oui, non, il n'a rien à voir. Ce projet n'a rien à voir avec une nouvelle réécriture des frontières africaines. Donc, ça existe. Je vous en prie. Alors, vous disiez que ce mélange et offrir ça aux Africains comme une bonne défense de l'Afrique et vendre une illusion aux Africains. Les questions fondamentales aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas des questions de frontières, ce n'est pas des questions d'installer les armées ou de faire partie des armées. Aujourd'hui, c'est le travail. Tout Africain doit prendre conscience qu'on ne peut pas construire un continent dans la corruption. On ne peut pas construire un continent dans la délation. Il faut qu'on apprenne à travailler. Et pour travailler, on doit se créer un climat décent. Un climat décent ne peut passer que par des élections démocratiques. Un climat décent ne peut passer que par l'instauration d'une véritable démocratie, d'une transparence totale. On ne peut donc pas pour cela accepter des dictatures et des forces arbitraires comme celle de Sanogo dans la gestion d'un pouvoir comme celui du Mali, où la démocratie était déjà installée et il est venu l'interrompre. Il est historiquement responsable de ce qui arrive au Mali à ce moment. Parce que ceux qui ont fait la guerre en Libye, bien que les armes soient venues de Libye pour déstabiliser le nord du Mali, il y avait déjà une commande d'armement au Mali qui devrait faire face à la rébellion. Et si ces armes sont bloquées aujourd'hui, c'est parce qu'un bandit est venu arracher le pouvoir. C'est parce que Sanogo est venu au pouvoir que les armes sont bloquées. Et il faut le dire aux Africains. Oui, merci, docteur Paul Menessier. On va revenir tout à l'heure. Je vous en prie. On va prendre, je vous en prie. On revient au débat. Je vous en prie, Bandakani. Je vous en prie. On va revenir tout à l'heure. Prenez votre mal en patience. Je vous permets de respirer. On va prendre une transition. On revient tout à l'heure. On va prendre une transition de l'autre côté. On va aller en République démocratique du Congo et vous aurez tout le temps de dire ce que vous voulez dire tout à l'heure. Transition. Plus de 1500 professionnels de tous les continents travaillent tous les jours contre la pauvreté pour une croissance économique durable en Afrique. Améliorer les conditions de vie, développer l'infrastructure, promouvoir le secteur privé, impulser réformes économiques et bonne gouvernance.